La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'était hier, Michel Collomb? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda. Ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Hein, désolé. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe. Pour financer les talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je pense que nous sommes bien d'accord. Al-Qaïda, c'est, Tarpley disait, il a raison, la légion arabe de la CIA. C'est-à-dire que c'est là, typiquement, pour reprendre l'histoire de Gladio, c'est la cellule. C'est l'infiltration dans les milieux islamistes canalisée au profit des intérêts américains. Et Al-Qaïda, c'est la liste des types qui travaillaient pour les services américains dans ce cadre-là, et en particulier au moment de la guerre d'Afghanistan. Et puis ensuite, ça a continué. Donc Al-Qaïda, c'est ça. Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc c'est pas une surprise. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors, si c'est une guerre du fric, excusez-moi, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda? Il y a plusieurs raisons. Il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïques, suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon. Le pétrole, bien entendu, et là il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour le fric, et que c'est un très dangereux précédent. Cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait « Cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol ». Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là, et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine, il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. Je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée, et que des armes ont été fournies et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. J'ai pas vu ça à Tunis, j'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan.
et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later, I saw the same officer, I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir, he says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position in the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean, the purpose of the military is to start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries, and you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half-dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. Alors, il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées. On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda, et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et vous voyez les médias qui nous préparent à la guerre avec la Syrie, qui nous préparent avec la guerre avec l'Iran. Ces médias qui nous préparent à la guerre, c'est quelque chose qui avait été un danger terrible, qui avait été très bien vu par les résistants à la fin de la guerre, quand ils ont pensé le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Ils ont dit qu'il faut absolument que les médias, les journaux, parce qu'il n'y avait pas encore la télé, les journaux soient à l'abri des forces d'argent, à l'abri des entreprises, quoi. Il ne faut pas laisser acheter les médias par et encore plus par les marchands de canons, quoi. On est fous d'accepter que Dassault, marchand d'armes, achète le Figaro. Serge Dassault, millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas comment dire, en tout cas une des 100 plus grandes fortunes du monde, si je ne me trompe. Je sais rien, de toute façon, ça je vous le dis, 16e fortune du monde d'après le magazine Forbes. Serge Dassault, fabricant d'avions naturellement aussi, dont le Rafale, on en parlera, propriétaire du Figaro. Vous intervenez beaucoup au Figaro? Ah non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas le droit d'intervenir pour la mise en page, pour faire paraître des articles de gens qui me demandent, mais moi non. Vous n'avez pas le droit d'écrire dans votre journal? Ah, j'ai pas le droit d'écrire dans mon journal. Ouais. Alors que votre père écrivait dans le Jour de France toutes les semaines. Ah, bah évidemment, c'est pas pareil. Mais vous savez, quand j'ai envie de dire quelque chose, j'oriente les gens en disant, écoutez, passer un article sur tel et tel problème qui est important pour aujourd'hui la politique ou la finance.
Et ils le font pas toujours. Serge Dassault qui est sur le point, on l'espère, de vendre des Rafales aux Brésiliens. C'est ultra dangereux. Ça va nous amener à la guerre. Ça va nous amener à la guerre et en étant content de la faire, parce que tous les jours, on nous répétait qu'il faut la faire, il faut la faire, il faut la faire. Là-bas, ils mangent des enfants. Là-bas, ils torturent les gens. Là-bas, c'est terrible. Il faut qu'on aille les aider. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr. C'est une sorte de moyens disponibles, moyens humains disponibles, et donc la création de cellules. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux. On les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte. On canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature.